Parce que tu peux être un promoteur qui est là depuis 10 ans sur Dubaï, mais que malheureusement, tous les buildings que tu as livrés, c'est pas waouh. Et je vais aussi étudier les anciens prix de commercialisation sur leurs anciens projets et comment ce prix-là a évolué. Et lors de la cérémonie, j'étais la seule agence européenne. Il n'y avait que des Russes, des Chinois et des Indiens. Tu joues à Orléans, tu finis dans les 30 premiers du Ballon d'Or. T'imagines, C'est incroyable. C'est incroyable. Noria, comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça va depuis tout à l'heure. Là, faut savoir que bon, on est sous Ramadan. C'est le 3e épisode qu'on tourne. Mais on est obligé de commencer par les formules de politesse à chaque fois parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas les regarder les 3 d'affilée. Donc voilà, donc Noria, alors on continue. On va traiter différents sujets, des sujets importants. Là aujourd'hui, on va parler donc de comment bien choisir son promoteur. Oui. Chose qui est très important pour réussir ton investissement. Deuxièmement, chose qui passe un petit peu trop à travers les services charges. Ça, c'est important. Et troisièmement, comment se déroule une vente, tout simplement. Non? Comment les conditions pour revendre son bien? Les conditions pour revendre son bien. Désolé, je me suis trompé. C'est pas grave. Donc, Noria, on traite que des sujets que tu kiffes, hein, parce que le choix du promoteur, c'est vraiment un truc avec lequel tu nous as bassinés. Mais je pense que c'est indispensable. Alors, en fait, comme c'est un métier que j'aime, tu vois, je peux te parler 10 000 fois de la même chose sans aucun souci. Donc, le premier thème, c'est comment choisir son promoteur. Et là, c'est la fameuse phrase que je sors sur beaucoup de mes stories. Première des choses, on regarde l'historique du promoteur. Alors, je sais que ça fait beaucoup rire certains quand je dis l'historique du promoteur et que toi-même, ça doit t'agacer un petit peu. Ah, même là, tu m'as fait... J'en ai marre de cette phrase. Mais c'est très important parce que quand je parle d'historique, c'est que quand je veux investir avec un promoteur, je vais regarder ce qu'il a déjà fait. D'accord ? Est-ce que c'est un promoteur qui est déjà implanté à Dubaï ? Est-ce que c'est un nouveau promoteur ? Est-ce que c'est un promoteur qui a eu déjà quelques soucis, etc. Donc déjà, je regarde qui est ce promoteur et ce qu'il a déjà fait. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand j'ai l'historique du promoteur en tête, là, beaucoup m'ont vu prendre ma voiture sur Snap et d'aller contrôler ce que ce promoteur a livré. Parce que tu peux être un promoteur qui est là depuis 10 ans sur Dubaï, mais que malheureusement, tous les buildings que tu as livrés, c'est pas waouh. Donc, on va dire que je fais un contrôle qualité. Donc, je me rends sur le chantier pour voir effectivement... Je te coupe. On n'a pas parlé d'un truc quand tu t'es présenté sur le premier podcast. Contrôle qualité. Alors, je suis obligé de te couper, mais... Alors, raconte-nous, en France, si t'es pas mandaté par la cour, par le tribunal, je sais pas, je me rappelle plus, tu m'as tellement fait mal à la tête. Elle est tellement longue, ton histoire. Alors, raconte-nous, ça, c'est important, ça, parce que je pense que pour parler de qualité, il faut savoir de quoi on parle. Alors, peut-être que tu vas m'en vouloir, mais à ce moment-là, je vais faire une dédicace à ma mère qui m'en a beaucoup voulu de ne pas avoir abordé ce point-là, qui est quand même, c'est vrai, important, je lui accorde. Donc, on passe le bonjour à ta maman aussi. Voilà, donc là, elle sera contente que j'aborde ce point-là. Quand j'étais agent immobilier en France, j'ai passé ce qu'on appelle un agrément d'expertise en valeur vénale et en pathologie du bâtiment. Alors, c'est vrai que ça fait un mot assez, on va dire, qui a l'air compliqué, mais je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Si tu veux, je pouvais être appelée pour résoudre soit des litiges, dans le cadre de divorce, par exemple, ou de décès, où je devais intervenir pour déterminer la valeur vénale d'un bien, pour dire, voilà, aujourd'hui, le bien vaut tant. Donc ça, moi, j'ai vraiment suivi une formation précise pour de l'expertise de valeur vénale. Et ensuite, je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle la pathologie du bâtiment. Donc autant, tu as vu, je voulais devenir docteur quand j'étais petite fille, j'ai fini par devenir, entre guillemets, docteur du bâtiment en grandissant. Et donc, effectivement, on va dire que j'ai un œil assez affûté, assez aiguisé quant aux constructions qui poussent. Et notamment, quand je suis arrivée à Dubaï, c'est des choses que j'ai peut-être plus regardées qu'un agent immobilier qui vient s'installer ici. Parce qu'en France, je pouvais être appelée pour des maisons qui s'effondrent, des fissures qui apparaissent,
etc., etc. Je suis vraiment formée là-dessus. Parce que je me rappelle, tu sais, un jour, j'avais mis un snap quand j'étais en Tunisie et j'avais visité notre maison familiale. Et tu m'avais envoyé un message, tu m'as dit fais attention, les fissures, elles sont en horizontal, c'est ça? En escalier. En escalier? Ah ouais, tu m'as dit c'est chaud. Alors, je vais donner un petit tips pour ceux qui regarderont cette vidéo. Si vous avez des fissures en forme d'escalier sur vos façades, attention, c'est les fissures les plus dangereuses. Ça veut dire que c'est des fissures qui touchent aux fondations. Si c'est des fissures verticales ou horizontales, ce ne sera pas la même urgence. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... D'accord. Mais en tout cas, c'était la petite parenthèse. Donc, tu disais que tu prenais ta voiture encore à la Sherlock Holmes et que tu tournais dans Dubaï et que tu allais vérifier. Donc, Oui, je vais visiter les projets livrés par les promoteurs où je vais me rendre compte de la qualité de ce qui a été livré. Voilà. Donc, je check l'historique, je check ce qui a été livré et après, je vais regarder les chiffres. Mais quand je regarde les chiffres, je vais regarder les chiffres de commercialisation, les prix de commercialisation, mais je vais aussi étudier les anciens prix de commercialisation sur leurs anciens projets et comment ce prix-là a évolué. Est-ce que c'est un promoteur qui prend de la valeur? Est-ce que c'est un promoteur qui stagne sur le marché? Ou, et ça existe, est-ce que c'est un promoteur qui perd de la valeur? d'accord. Ça, franchement, la vérité, sans me rabaisser, mais on va pas se mentir, c'est là qu'on voit que ton expérience, que le fait d'être un vrai agent immobilier de métier, ça fait largement la différence. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, je pourrais pas m'inventer une vie à te dire, ouais, ben moi aussi je le faisais ça. Ça, je l'ai jamais fait. Moi, alors attention. Alors, moi, il faut savoir que je me suis pas. En fait, je me suis pas mouillé, j'ai pas pris de risque. Moi, dans mes débuts, j'ai vendu quasiment que du Shoba. Shoba, qui aujourd'hui, tu peux dire, on peut être d'accord sur plein de choses ou pas, c'est celui qui fournit la meilleure qualité à Dubaï. En termes de matériaux, c'est lui qui a la meilleure qualité. Donc, en gros, du fait que je connaissais pas trop, j'ai préféré ne pas prendre de risques. Donc, j'ai vendu énormément de Shoba. D'ailleurs, j'ai été récompensé par Shoba, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, Shoba, qui est un des plus gros promoteurs à Dubaï, m'a récompensé. J'ai fini dans les 20 meilleurs vendeurs du trimestre en n'ayant vendu qu'un mois et demi. J'étais tout seul. Et lors de la cérémonie, j'étais la seule agence européenne. Il n'y avait que des Russes, des Chinois et des Indiens. Et j'étais tout seul. Il y avait mon ami Adèle, paix à son âme, qui était là, mais il n'était pas avec moi lors des ventes, en fait. Donc, en gros, c'est comme si tu dis demain, tu joues à... Tu es d'où, toi, déjà? De quelle ville? Orléans. Tu joues à Orléans, tu finis dans les 30 premiers du Ballon d'Or. T'imagines? C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, c'est vrai que ça, c'était la petite anecdote, mais au final, c'est vrai que d'être un vrai agent immobilier, d'avoir une vraie expérience, aujourd'hui, ça te permet de pousser, de regarder ces détails qui vont faire la différence pour ton client. Tu comprends pas ce que je veux dire? Exactement. C'est vrai que je pousse beaucoup la réflexion, mais je sais pourquoi je la pousse aussi loin. Et donc, tu vois, là, je viens de dire, voilà, si tu veux valider un promoteur, tu vas regarder son historique, tu vas regarder ce qu'il a déjà livré et tu vas regarder les chiffres. Mais on l'a vu ensemble, tu peux être un très bon promoteur, mais je peux ne pas être d'accord avec tes chiffres. On l'a fait récemment, on n'a pas poussé un projet et pour autant, le promoteur est plus que reconnu ici à Dubaï. Il livre de la qualité, il a un très bon historique, mais les chiffres n'allaient pas. Donc ça, tu vois, je peux très bien dire, ok, tu es un bon promoteur, je sais que ce que tu fais, c'est très bien. Par contre, là, sur ce projet-là, je ne te suis pas sur les chiffres. Ou il y a parfois, alors très rarement avec les promoteurs avec qui je travaille, mais parfois, je peux ne pas être conquise. Et là, tu vas dire peut-être que je suis vraiment dans le détail, mais si je vois que le terrain où tu t'implantes, entre guillemets, c'est un terrain qui est assez compliqué, tu sais que je vais aller avoir chipoté pour mes clients pour avoir des unités bien précises. Et que je dis à mes clients, ok, le promoteur est bon, le projet est bon, les chiffres sont bons, mais là, tu vois, mon promoteur, il est là, je vois qu'à gauche et à droite, le terrain, ils sont vides, ne prends pas des unités de ces côtés-là. Tu vois comment un peu Je vois totalement. Après, pour rebondir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont ton expérience, il y a des gens qui peuvent faire ce que tu fais, mais il y a des gens qui ne veulent pas faire. On en revient aux vendeurs de GoSport et des gens qui connaissent très très bien leur métier, mais qui préfèrent choisir leurs intérêts. Bref, donc choisir le promoteur, c'est indispensable pour réussir son investissement, pour un certain processus aussi d'achat-revente. Tu ne peux pas faire de l'achat-revente avec n'importe quel promoteur. Mais en tout cas, si tu veux sécuriser un maximum ton investissement, avoir un maximum de garanties, malgré que voilà, les garanties aujourd'hui, on ne peut pas en donner en vrai. Faut bien choisir son promoteur, c'est ça? Ça fait partie de l'étape clé de ton investissement. C'est Oui. crucial.
exactement. D'accord. Donc, rien à rajouter sur le choix du promoteur. Je pense que j'ai quand même donné les grandes lignes. Ouais, après, on pourrait rentrer dans les détails, mais Voilà, on va se calmer. exactement. Sujet numéro 2. C'était quoi? Alors attends, parce que là, pour le coup, j'ai un trou de mémoire. Sujet numéro 2, il faut que Les tu m'aides. charges de Ah copropriété. oui, les fameuses charges de copropriété qui souvent n'apparaissent nulle part, les services charges. Très peu de personnes en parlent, très peu de personnes expliquent. Donc, pour être assez rapide et concise, les services charges, c'est l'équivalent des charges de copropriété que l'on paye en France. C'est le calque. C'est ce que tu dois payer une fois que tu deviens propriétaire, que ton bien est livré, c'est payable une fois par an. Comment sont calculés ces services charges? Donc, quand un projet est lancé, tu as un estimatif. Il faut bien comprendre que c'est un estimatif quand le projet est lancé. Donc, généralement, on va te donner une fourchette de prix qui va être multipliée par la surface totale de ce que tu vas acheter. Voilà comment ça fonctionne. Ensuite, effectivement, la DLD, donc c'est le gouvernement entre guillemets de l'immobilier à Dubaï, lui va fixer ce tarif-là, mais généralement, c'est compris dans l'estimatif qu'on t'a donné. Ouais, mais parce que ça, par exemple, tu sais, moi, à l'époque, sur un projet où j'avais beaucoup vendu, qui était bien placé, on m'avait dit que c'était 21 dirhams du square feet, par exemple. Donc, le temps a passé. Il n'y a pas longtemps, j'ai revendu une unité sur ce même projet en marché secondaire. Et quand je t'avais donné le montant des charges, je me dis non, mais c'est pas ça du tout. Tu avais eu un autre montant. Donc, en gros, c'était encore dans mes débuts, une fois de plus. Bon, après, on assume, hein, attention. Mais en gros, on ne nous avait pas précisé que c'était quelque chose d'approximatif. Parce qu'au Oui, final, elles avaient baissé les charges. Alors, pour le coup, au moins, elles étaient passées de 21 à 18, non? oui, il me semble, ouais. 18 dirhams du square feet. Mais moi, le jour où je demande au promoteur clairement quels seront les services charges, excuse-moi, il me sort 21 dirhams du square feet, alors qu'au final, on se rapproche de la livraison et on va plutôt sur du 18 dirhams du square feet. Donc en gros, c'est pas le promoteur qui régule ça, c'est vraiment la DLD et c'est en fonction de la taille, en fonction de pas mal de choses Des aussi, hein. services que tu as dans ta résidence, de la localisation. La localisation aussi, ça joue beaucoup. C'est la Euh, base. donc, tu as des localisations où ce sera plus ou moins cher. Mais effectivement, il faut retenir qu'au lancement d'un projet, c'est un estimatif. Ce n'est pas une valeur arrêtée. Ces services charges-là, comme je l'ai dit, tu vas les payer une fois par an. Mais là où, effectivement, tu as vu, en France, tu peux grincer des dents. Moi, j'ai grincé des dents plus d'une fois. Quand tu dois payer tes charges de copropriété qui sont quand même, pour certaines copropriétés, assez onéreuses, quand tu regardes pour ce que tu payes, moi, je vais être claire, j'ai déjà payé des charges de copropriété pour simplement une cage d'escalier, un ascenseur, un ménage plus ou moins fait. J'ai pas de gardien de sécurité, j'ai pas de piscine, j'ai pas tout ça, hein. Tu payes des tarifs, parfois, je me dis, ah ouais, quand même, c'est assez incroyable. Oui, parce qu'ici à Dubaï, les gens, bon, tu sais, après, ils vont très vite avec le on-dit. Ils disent que dans les appartements, les services charges sont incroyables. Alors déjà, parce qu'il y a un vrai contraste entre le prix au square feet de l'appartement et de la maison. Donc je pense que c'est pour ça que les gens ont fait ce raccourci. Mais quand tu regardes au final, en France, comme tu as dit, pour un ascenseur qui marche rarement et une cage d'escalier qui pue la pisse, hein, souvent, c'est vrai que voilà, quand tu vois ce que tu payes, t'es pas beaucoup moins cher qu'à Dubaï, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Mais exactement. En fait, tu peux payer. Moi, j'ai calqué, hein, par rapport à ce que je connais en France et ici. Ici, je paye la même chose, mais je vais avoir un gardien de sécurité. Je vais avoir une piscine. Je vais avoir une salle de sport. Le ménage, bien évidemment, qui est fait. Et bien plus souvent que ce que l'on connaît en France. J'ai pas peur de le dire. Ça n'a aucun rapport, hein, que tu racontes. Oui, Toute la journée, tu ouvres la porte, le gars, il va venir frotter derrière ta trace de doigt. exactement. Et là, j'abuse pas. Oui, oui. J'abuse pas. Donc ça n'a aucun rapport. La propreté, la sécurité, la qualité des installations, piscine, salle de sport. Bon, nous, La on va pas... vidéosurveillance. Vidéosurveillance, on va pas... un parking aussi. Un parking couvert, propre, pareil. On va pas parler du cinéma en plein air et du bowling, mais bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que pour la prestation, c'est pas cher. Ça reste pas cher si tu compares à la France. Mais les gens, dans leur tête, ils ont vraiment ce frein. Et c'est pour ça que je pense que très peu de personnes parlent sur les réseaux des services charges, parce que tu pourrais automatiquement, parce que le français, il est comme ça, il regarde que les prix, automatiquement te dire c'est plus cher qu'en France. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que les agents, ils ont peur d'en parler ouvertement, parce que ça peut être un frein à l'achat.
Alors que pas du tout. Et comment je fais comprendre ça aux clients? J'ai pas peur de leur dire, regarde. Donc là, tu vas voir piscine, salle de sport, gardien de sécurité. Dans les nouveaux projets, tu as même des terrains de jeux co comme basket, paddle, etc. Mais dis-toi, en France, tu n'as pas tout ça dans une résidence. Donc si en France, tu dois payer un abonnement pour aller à la piscine, un abonnement pour aller à la salle de sport, un abonnement pour aller au paddle, un abonnement pour avoir même un gardien de sécurité, bah dis-toi que c'est vraiment pas cher ici à Dubaï, hein. Si tu calques ce que tu payerais en France pour les mêmes services, dis-toi que Dubaï s'est donné pour ça. D'accord, donc service charge, on n'en entend pas souvent parler, mais il y a des services charges à payer. Ils sont différents, que ce soit dans les appartements ou dans les maisons, mais bon, au final, vu que les maisons, en termes de superficie, pareil, C'est c'est... juste pour ça que le tarif est différent. C'est que les surfaces des maisons sont plus grandes, donc forcément, ils ne vont pas appliquer le même tarif que les petites surfaces. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il y a des charges de copropriété qui vont en adéquation avec le projet que tu achètes, puis il y a de services forcément, et plus les charges vont pas être élevées, mais ça va être en adéquation avec ce que tu vas avoir. La localisation aussi qui est à prendre en compte, etc. D'accord. C'est bon, rien à rajouter. Rien à rajouter. Alors, numéro 3. C'est plutôt à quel moment tu peux revendre ton bien et comment ça se passe. Parce que là aussi, c'est un piège que malheureusement, Énorme. un piège énorme et où des clients ont eu la difficulté au moment de revendre leur bien. Il faut savoir que quand tu achètes via un promoteur, alors déjà la base des bases, c'est qu'ici à Dubaï, tu as une loi qui te permet de revendre ton bien quand tu as financé minimum 30% de la valeur de ton appartement. Alors bien évidemment, il ne faut pas oublier les 4% de DLD et les frais administratifs. Mais ça, c'est la loi qui dit, voilà, tu finances au minimum 30% de la valeur de ton bien, tu es autorisé à revendre. Ça, c'est la loi générale. Mais ça ne veut pas dire qu'elle s'applique chez tous les promoteurs. Par exemple, tu as des promoteurs qui vont te demander de financer 40% ou 50%. Le 30%, il ne s'applique pas à tous les projets. C'est minimal et après, ça va s'adapter en fonction du projet et du promoteur. Donc attention. Il faut faire attention aussi parce que tu as certains promoteurs qui te disent c'est 40% par exemple. Moi, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Et à la fin, quand tu vas avec, tu dis, ben, c'est bon, mon client, il a payé 40%. Il te dit, oui, mais c'est 40% plus la prochaine traite de 10%. Donc, en fait, c'est un 50% déguisé. Donc, faites attention. Ne vous en prenez pas à l'agent ou à l'agence. C'est juste une petite feinte de la part du promoteur. C'est important de le dire parce qu'en fait, 40% plus la prochaine traite qui est de 10%, ça fait 50%. Mais voilà, c'est vraiment en fonction du promoteur. Après, ça, je ne sais pas si tu peux le négocier. Je pense pas. Alors très honnêtement, j'ai jamais eu besoin en tout cas d'aller jusqu'à cette étape-là, donc je pourrais pas te dire si c'est quelque chose que tu peux négocier ou pas. Mais il faut savoir que voilà, chaque promoteur va avoir sa règle en fonction de la revente. Donc ok, il y a la loi générique de Dubaï, mais qui va s'adapter en fonction des promoteurs. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Le pourcentage de revente. Et autre piège qui est quand même assez fou, et là on va croire que j'ai vraiment un problème avec le post-handover alors que pas du tout. Il faut savoir que quand vous avez un long plan de paiement, au moment de la revente, le post-handover n'est pas forcément repris par l'acheteur. Il y a des promoteurs qui refusent de revendre leur long plan de paiement. Et donc tu as beaucoup de personnes qui se sont lancées dans ce type de projet avec post-handover, qui au moment de la revente se sont dit bah, c'est bon, il va financer que cette partie-là et après il lui reste encore tant à financer via un plan de paiement. Mais attention, cette reprise de plan de paiement, elle n'est pas Elle n'est pas actée. automatique. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, au final, c'est pas autant attractif si tu revends ton appartement avec ou sans le plan de paiement. Moi, demain, je te revends mon appartement et je te dis, ben là, tu vas payer 50% et les 50 autres pourcents, tu vas les financer grâce au post-handover en partie avec un locataire ou plusieurs locataires. Après, ça dépend. Alors que si je te dis non, mais tu dois tout payer d'un coup, la chouchouka, c'est pas la même. Tu vois ce que je veux te dire? Mais oui, Et le problème, c'est qu'il y a des clients qui sont pas au courant de ça. non. Il y a des clients qui pensent que ils vont pouvoir revendre et être attractifs du fait de pouvoir revendre avec le post-handover. Alors que c'est Et pas... t'en as beaucoup, hein, Il y en a beaucoup. Ouais. qui se sont retrouvés dans Oui, cette galère-là. parce que même, ils avaient même, dans leur prévisionnel, ils avaient prévu que de payer 50% et pas plus. Eux, ils se sont dit à 50%, je revends. Le problème, c'est qu'en fait, tu n'es pas aussi attractif que ça. Donc ça, il faut faire très attention. Et aussi, il faut savoir que parfois, quand un promoteur accepte que ton post-handover soit repris,
il peut te faire payer. Tu as des frais aussi qui peuvent être imputés au propriétaire. Ok, tu veux revendre avec ton post-handover, on va basculer le plan de paiement, mais attention, tu as des frais à payer à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et c'est pour ça que je voulais qu'on aborde cette question-là. Quand vous achetez un bien immobilier, il faut savoir se projeter sur l'avenir. Comme dans quelles conditions je vais pouvoir revendre, combien je vais devoir financer, est-ce que mon plan de paiement il va pouvoir être repris ou pas, etc. D'accord. Bah, écoute, je pense qu'on a eu pas mal de détails dans ces 3 sujets. Alors n'hésitez pas, si malgré tout ça, vous avez peut-être d'autres questions qui peuvent être judicieuses, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Euh, Noria, la formation, on en est où? On en est où? Parce que là, on donne des tips, on donne des informations, mais il y a peut-être des personnes, il y a sûrement des personnes, on a déjà eu des candidatures qui veulent passer à l'action, qui veulent être agent immobilier à Dubaï ou depuis la France. Ça en est où? Alors, la formation, elle est en cours. Elle est en cours. Après, vous nous connaissez, on ne fait pas les choses à moitié. Donc, on est en train de la peaufiner, on est en train vraiment d'apporter la qualité qu'on veut apporter. Mais j'encourage en tout cas ceux qui sont d'ores et déjà intéressés de nous contacter pour avoir un premier contact. Mais c'est dans les tuyaux, comme on dit. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va vous faire une petite adresse mail, on va la mettre dans la bio. On va l'appeler comment? Formation@guidimodubai.com, Tout simplement. tout simplement. On va vous mettre cette petite adresse mail. Pour ceux qui veulent déjà avoir des informations sur la formation, ça se passera ici. Je vous dis ça, j'en profite parce que je sais que le podcast, justement, il reste et comme ça, au moins, vous allez avoir une réponse à cette question-là parce que c'est vrai que sur Snap, c'est un petit peu compliqué. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, et ben, Noria, ben, c'est fini pour aujourd'hui. Oui. Voilà, pareil, si vous avez aussi des sujets qu'on n'a pas traités, n'hésitez pas à nous les suggérer en commentaire. Si c'est pertinent, on le fera avec grand plaisir. Merci Noria, bonne journée. Merci à toi.